Bonsoir, merci de votre fidélité, merci de vos soutiens. Je sais que cette émission vous passionne puisque vous nous écrivez beaucoup, vous réagissez beaucoup. Alors je répète aux jeunes de ne pas de faire focus sur les vieux. Déjà, jeunes et vieux, c'est pas de bons éléments de langage. Parce que cette émission est consacrée à un événement extrêmement important qui s'appelle 36 heures pour demain. Et le demain en question concerne justement l'avenir. Et l'avenir, c'est les jeunes. Et que ça soit construit par des jeunes ou par des personnes d'un certain âge, l'essentiel, c'est que nous puissions travailler tous ensemble. En tout cas, merci de votre soutien. Vous savez que nous consacrons chacune de ces émissions à une thématique particulière. On a déjà abordé l'agriculture, l'économie, l'environnement, la présentation générale du projet. Aujourd'hui, nous abordons une thématique fondamentale qui est celle du sport et des activités sportives de manière générale dans la société martiniquaise. Et comme vous le savez, la société martiniquaise est un réservoir immense pour des athlètes immenses qui ont porté le sport à la fois sur le plan local, régional et national et international également. Et pour vous en parler, je reçois 4 stars. On va commencer par Madame Emma Sulter. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous allez nous dire tout à l'heure. Vous n'avez pas amené toutes vos médailles, hein, on est bien d'accord. Vous les avez laissées, dans une valise à la maison. À la maison. Oui. Et il y a de quoi remplir un semi-remorque entier. Thierry Jallier. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bien récupéré, bien protégé du Covid, pas de soucis majeurs? Oui, ça. En fin de compte, cette crise sanitaire m'a empêché de faire du sport. C'est le seul problème. Voilà. Et pas que toi. Hein. Oui. Beaucoup de sportifs n'ont pas pu exercer leur activité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Tu nous diras tout à l'heure ce qu'il en est de ton activité et de ta spécialité. D'accord. La star Jean Trudeau, qui a un peu le mal de mer, parce que théoriquement il est sur l'eau en permanence, mais là on l'a tiré de ses activités nautiques. Jean Trudeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Eddy, merci de m'avoir invité. Très bien. Et puis Alain Dédé, dont évidemment vous ne connaissez pas du tout l'identité, la plupart d'entre vous ne savent pas de qui il s'agit. Nous l'avons exfiltré de sa paisible retraite, n'est-ce pas Alain? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi et avec les amis sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez probablement derrière moi, il y a une yole qui est le logo de 36 heures pour demain. Et ce n'est pas Alain Dédé qui est à la barre. Hein. Donc, il y a des gens qui m'ont posé la question. Non, il n'est pas à la barre. Il s'occupe de plein d'autres choses maintenant. Mais il est encore... toujours. Dans au moins une association. Il a son association. Il a son association. Très bien. Alors, je vous rappelle un peu le concept. L'émission est d'abord un objet de communication pour un événement qui est très important, à la fois pour ses initiateurs, donc en particulier la star que nous recevrons probablement dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, Aimé Charles Nicolas, le professeur Aimé Charles Nicolas, qui est à l'initiative avec d'autres principal initiateur de cet événement. Il s'agit pour nous de vous présenter le projet à travers des thématiques multiples, et on va le faire aujourd'hui pour le sport. Alors, je vous rappelle que entre maintenant, ça a commencé il y a près d'un an, hein, donc entre maintenant et septembre, il y a un certain nombre d'ateliers, de rencontres, de réflexions qui sont menées, de visites sur le terrain, avec pour point d'orgue, fin septembre, je vous donnerai les dates précises à la fin de l'émission, et puis les coordonnées, une espèce de challenge, de rencontres qui permettront de mettre ensemble des Martiniquais et puis des non-Martiniquais à réfléchir à l'avenir de la Martinique. Donc, d'ores et déjà, si vous avez des idées, si vous avez des projets dans ce processus de réflexion, nous vous permettrons de vous accrocher au train
et de venir, si vous le souhaitez, apporter vos contributions. Alors, première question, on va faire un petit tour de table. On avait commencé par Emma Sulter. Emma, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu fais aujourd'hui, ça c'est très important, et comment tu t'inscris dans cette démarche d'avenir, parce que on ne s'arrête jamais de réfléchir à l'avenir. Non, ça c'est sûr. Surtout avec la Covid qui nous a tous un petit peu reconcentrés, surtout stoppés toutes nos activités. Mais enfin, il faut regarder l'avenir effectivement avec beaucoup d'optimisme. Et puis je crois qu'il y a des gens autour de nous qui sont prêts vraiment à mouiller le maillot pour pouvoir faire avancer la Martinique dans toutes les composantes. Dans toutes les composantes. Alors, allons faire une espèce de salto arrière. Tu as commencé quand ces histoires d'athlétisme? Et alors, je vais pas, sauf si je demande à Jean Trudeau de le faire, mais bon, tu es la mieux placée. Il va nous donner un petit aperçu de ton palmarès, mais tu es quand même la mieux placée pour nous dire ce que tu as fait. Comment ça a commencé cette histoire? Tout simplement, j'aimais courir. Et j'aimais ce qu'on appelle couscourir avec les garçons. Couscourir. C'est qui arrivait le plus vite. Et moi, j'étais la fille parmi tant de garçons et je les gagnais toujours. Déjà, au départ, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça, alors, pour que les gens te situent bien, ça a commencé vers quel âge? Et où? Parce que couscourir, c'est plutôt une spécialité de la campagne, ça. Absolument. J'habitais à Tivoli, du côté du parc de Tivoli. Et là, c'était la campagne. C'était absolument. Pas tout ça caille là. J'étais donc à l'école primaire, et puis nous avions une grande cour, et à l'époque, on pouvait y aller, c'était ouvert à tous. Et puis, je jouais avec les garçons, et puis... Tu avais quel âge? J'avais 8-9 ans. Donc ça a commencé super tôt. Oui, ça a commencé tôt, et puis j'aimais beaucoup marcher aussi. Donc, je pense que tout ça a fait que au départ, j'avais la fibre de la sportive. Puis, mais pas de lien avec des parents qui auraient été sportifs, des grands-parents? Non, pas du tout. Mais mon père était musicien, en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Et puis nous marchions. Moi, je sais que j'allais voir ma grand-mère à Desbrosses. J'allais à l'église de Balatane, où j'habitais à Tivoli. Donc, nous prenions la route qui monte, en passant par le Mont-Laurent. Et puis, on marchait énormément, on courait, on s'amusait, on allait... j'aimais vraiment taquiner les vaches Et puis, de temps en temps, il y a une vache qui se libérait. Et voilà. J'ai connu ça aussi. Voilà, et là, on court très très vite. Oui, tout à fait. Et comment on passe du caractère un peu bucolique de la campagne dans laquelle on court, on embête les garçons, les vaches, etc., à la partie compétition, à la partie apprentissage technique? Comment ça se passe? En fait, c'est à l'école. À l'école, d'accord. À l'école, au collège. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mes professeurs de PS. Et je me rappelle, c'était à la savane de Fort-de-France, où on avait cette piste de 220 mètres. Oui, il faut rappeler ça, parce que les gens qui passent sur la savane aujourd'hui ne se rappellent pas à la fois, ne savent pas qu'il y avait une piste. Et il y avait une maison des sports. Des sports, voilà, il faut rappeler ça. Voilà. Et puis, j'avais donc un 100 mètres à faire. Et puis, mon professeur, qui était à l'époque Madame Adélaïde, elle était stupéfaite du temps que j'avais réalisé. Et à ce moment-là, j'étais toujours pas consciente de ce que je faisais. Je m'amusais tout le temps. Et puis, et c'est parti de là. Mais je ne me suis jamais prise au sérieux, jusqu'à un moment donné où je me rappelle, où Roger Bambuc m'a dit, écoute, c'était le mémorial Marie-Périne, où Roger Bambuc, me voyant tellement délurée, m'entraînant à peine, il me dit, écoute, petite fille, allez entraîner, allez chauffer corps correctement, ou pécouiller, ou qu'elle fait. Et là, je me suis dit, voilà. Mais c'est vraiment toujours avec l'esprit...
toujours décontractée, toujours tranquille, sans me Sans prendre prise de tête, ouais. sans prise de tête. Et puis, surtout, je n'écrasais pas les autres. Voilà. Bon, alors cette espèce de bienveillance globale, ça a donné des résultats totalement extraordinaires. Rappelle-nous une partie de ton palmarès. Oui, donc j'ai été championne de France. Bon, je passerai outre toutes les compétitions que j'ai faites. En tant que quand j'étais junior, j'ai été la seule féminine en équipe de France junior au championnat d'Europe junior en finale. C'était la seule fille, Ouais. donc, mais là non plus, ça ne me gênait pas plus que ça. Ça n'a pas bouleversé Non. ta vie. Et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, en fait, pas bouleversée, mais qui m'a fait prendre un tout petit peu conscience. C'était le Mémorial Marie-Périne de 1972, Ouais. où là, vraiment, le public m'a porté parce que j'étais face à une Américaine qui, normalement, devait être la première, mais le public m'a tellement supporté que j'ai pu Ça se passait où? au stade UHI. Au stade Au stade de UHI. Achille. Stade Il y a des UHI. gens- il y a des gens qui nous disent, ouais, mais bon, Ouais. c'est quoi cette histoire de stade Ah, Achille? ouais, il faut- Le stade Achille, c'était le cœur oui. à la fois des compétitions, Des compétitions. de foot, des compétitions de l'athlétisme D'athlétisme. et des concerts. Aussi. Et des concerts. Oui. Fania All-Star, Fania All-Star. entre autres. Donc Oui. je parle pour les nostalgiques, mais c'est encore dans nos têtes, dans Oui. notre culture. Alors, ton palmarès. Alors, quittons la Martinique et puis... Et puis bon, alors après, bon, j'ai fait les Jeux Olympiques, bon, je laisse tout, j'ai fait... Non, non, dis-nous ça. Ben- Dis-nous ça, parce qu'il y a des gens qui disent, Oui, c'est mais vrai. bon, Oui. la Alors, j'ai été Martinique n'existe qualifiée. pas, il n'y a rien eu Ah, avant, oui, c'est mieux ça. aujourd'hui. C'est ce qu'ils Bon. disent. Alors, Il y a eu tout d'abord ma qualification pour les Jeux Olympiques de Munich, ouais, que j'ai raté à cause d'une blessure. ouais. Parce que, bon, eh bien, lorsque je suis rentrée en France, toujours la même chose, j'ai couru sur tous les stades et puis le jour J, eh bien, blessée, je n'ai pas pu partir, donc à Munich. Munich, Mais bon, Munich, tristement célèbre, hein, voilà, les Jeux Olympiques, tristement célèbre. où il y a eu un attentat Absolument. et des athlètes israéliens qui ont été Ouais, ouais. tués par des terroristes palestiniens, Voilà. de funeste mémoire. De- Alors, On oublie. peut-être que c'était une bonne chose d'ailleurs. Oui, non, absolument, Peut-être que absolument. c'est une bonne chose. Absolument, absolument. Alors, après, Après, il y a eu il y a eu les Jeux Olympiques de Montréal. fais attention, il y a quelqu'un qui sait tout. Ah ben oui, il y a eu les Jeux Olympiques de Montréal, Ouais. où ici à Martinique, je suis la première à faire les minima olympiques Ouais. au Mémorial Marie-Périne grâce à mon public. Et j'arrive en France, même chose, la Fédération française me demande de m'inscrire sur tous les meetings, toutes les rencontres internationales qu'il y avait en Europe. Ah ouais, juste pour te blesser une Ben, nouvelle fois. Voilà, c'est mais ça? je n'avais rien compris. C'est longtemps après que j'ai compris Le processus. ce processus. Et effectivement, lorsque j'arrive au championnat de France, je me blesse. Non, je me fais une contracture et je vais donc voir le directeur technique national pour lui raconter un petit peu. Et il me dit tout simplement que si je ne faisais pas la finale des championnats de France, que je n'irais pas à Montréal. Et là, oh là là, je me suis sentie blessée et donc Humiliée. oui, surtout humiliée et puis cette incompréhension. Donc le lendemain, heureusement pour moi, c'était à Lille. Il y avait une canicule cette année-là, 76. Et c'est une des années les plus chaudes. Oui. Alors, il y a des gens qui nous parlent de réchauffement climatique, mais en 76, Ah c'était oui. catastrophique. Hein. Ah oui, absolument. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu Sauvé. sauvée. Parce que, en fait, je me suis échauffée, j'avais mal. Et puis, mais bon, quand on a une contracture, on a ça dans la tête et on n'a pas envie de... Et j'entends, je laisse partir tout le monde et je décide de ne pas aller courir. Mais je m'étais échauffée 1h30 avant. Hein. Et puis, je ne sais pas, il y a un ange qui a passé comme ça, qui m'a dit, mais écoute-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas blessé, tu ne veux pas aller courir, on va courir. Et je pars à toute vitesse. Je me dis, mais pour me donner plus de sang, je vais changer ma jambe d'appel. Et c'est ce que je fais. Et je fais troisième et je bats. Je fais troisième. Et tu bats. non seulement, je refais les minima olympiques. Ouais. Et je- tu es qualifié. Et je suis qualifiée. Et donc, Et c'est même pas fini. Parce que après ça, c'est vraiment, mais malheureusement, nous n'avions pas des personnes autour de nous. Je voyais un entraîneur, je voyais quelqu'un avec moi. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Et puis,
Donc, je vais donc voir le directeur technique. Je lui dis, voyez, et il me dit, bon, nous verrons cela. 15 jours après, je reçois une convocation pour me dire qu'on me met en barrage avec les 2 personnes qui étaient arrivées derrière moi, 2 filles du Racing Club de France, parce que le Racing Club de France, c'était Le club. Et en plus, l'entraîneur national, c'était aussi national, je dis bien, était aussi quelqu'un du Racing Club de France. Donc, ok, vexé. Il n'y a pas de problème, je suis à l'Institut national des sports, je m'entraîne, je fais avec Chérubin, Toutoun, heureusement qu'il était là. Et je suis donc partie à Vichy, toute seule, pour pouvoir faire ce barrage. Je n'ai pas envie de le dire parce que c'est méchant, mais vraiment, je leur ai donné une raclée, ce qu'on appelle la raclée. Nous étions 3 sur la piste, une raclée. C'est pas méchant, c'est tout à fait objectif. Ah oui, et puis j'étais tellement en colère de par cette injustice. Et puis, bon, c'était pas fini, attention. Ce n'est que, bon, je me suis impeccable. Je pars à Montréal et j'apprends dans les couloirs, alors que quand on part comme ça, les athlètes, nous savons le programme. Je n'avais pas de programme. Et donc, j'apprends dans les couloirs que je ne suis pas inscrite sur 100 mètres et que je suis remplaçante au relais 4 fois 100 mètres. Voilà. Voilà mon histoire de Montréal. Et effectivement, j'ai supplié, bien sûr, toutes ces personnes, mais bien sûr, c'était peine perdue. C'était bloqué. C'était bloqué. Je n'ai pas donc... et nous avons fait quand même... nous étions en demi-finale. En demi-finale... Et est-ce qu'on peut dire, alors là je retire ma casquette de 36 heures, je prends ma casquette de chroniqueur, est-ce qu'on peut dire que tu as été victime pendant ces années d'une forme de racisme? Oui, je pense, oui. C'était ça en fait? Oui, et puis c'était ça. C'était un peu déguisé, mais c'était ça. C'était un petit peu ça parce que je n'avais pas la langue. Des fois, quand il fallait dire des choses, je le disais. Voilà, parce que vraiment, les injustices, je ne peux pas le supporter et je disais les choses gentiment. Alors, je disais. Comme tu es plein de pudeur sur son palmarès, tu peux nous dire ce qu'elle a fait, où elle a été, ce qu'elle a gagné, parce qu'elle n'ose pas. Elle est en train de nous balader là. Non, je la laisse continuer, elle sait pourquoi, mais j'ai juste envie de dire une chose. Tout ce qu'elle a vécu, elle a quand même vécu une aventure assez extraordinaire dans l'île voisine qui est l'île de la Guadeloupe. Ouais. Il y a un monsieur qui s'appelle Antoine Chérubin. Elle l'a cité. Qui entraînait des gens. Je remonte dans les années 60-70. Et il disait toujours, jusqu'à maintenant, la Fédération française l'appelle, monsieur Chérubin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'athlétisme français se porte bien? Ah ouais? Et Toutoun disait, je n'ai pas entraîné des Martiniquaises, je n'ai pas entraîné des Guadeloupéennes, j'ai entraîné des athlètes. Oui, c'est ça. Ouais. Je la laisse continuer. Ouais. Elle est modeste sur son palmarès. Parce qu'il faut qu'on... Alors, donne-nous tes titres quand même. Bon, écoute, j'ai été championne de France du 200. Ouais. À Nice en 75, j'ai été demi-finaliste à Moscou du 100 mètres et finaliste aussi en battant le record de France du relais 4 fois 100. J'ai été champion. En fait, non, mais c'est important parce que ces petits jeunes leur a dit oui, mais bon, les vieux. Ouais. Voilà ce sur quoi il faut s'appuyer. Oui, il faudrait dire aussi que bon, j'ai fait toutes les coupes et championnats d'Europe. Bon, j'ai été souvent vice-championne de France du 100, du 200. Donc ta spécialité, c'était le 100 mètres. Ce qu'on appelle le sprint. Le sprint court, voilà. Alors, soit en individuel, soit en relais. En relais. Alors, on va revenir vers toi tout à l'heure. Et tu vas nous raconter au fur et à mesure. Oui. On a le temps de toute façon. Alain Dédé, bon... Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il ne faut pas te faire d'illusions, puisque chaque année, il y a 3500 Martiniquais qui naissent. Dès qu'au bout de 10 ans, ça fait 35 000 Martiniquais. Donc, il y a forcément des gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en dehors de t'occuper de ton association NIOL? La première fois que je n'ai que 10 ans. Je les ai eu il y a quelques jours. Non, je m'occupe énormément de l'avenir de mon pays. En faisant quoi? De la politique, par exemple? J'ai toujours fait de la politique. Oui, au sens noble du terme. J'ai toujours fait de la politique. J'ai toujours eu ma carte dans un seul parti, qui s'appelle la Martinique. Très bien. Et
Non, je suis comme tout Martiniquais, j'aime mon pays, j'ai envie de faire des choses, et j'ai envie de dire un tout petit peu, surtout par rapport au projet. Nous avons de la chance et nous pouvons faire beaucoup. Bon, ce qu'Alain Didet a fait, bon, j'ai fait beaucoup en athlétisme, j'ai été vice-président de la Ligue d'athlétisme, j'ai fait plein de choses, j'ai été également directeur du sport scolaire où j'ai fait beaucoup de choses, particulièrement avec les scolaires. Ça a fonctionné. Je me suis occupé également des YOL. Oui. Bon, ça fonctionne. Dis-nous combien de temps quand même, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier. Donc, Alors, si tu veux, je chiffre. Et également, je me suis occupé énormément du sport martiniquais en tant que président du comité régional olympique et sportif. Le CROSMA. Le CROSMA. Et je me suis amusé un jour à additionner un petit peu le nombre d'années que j'ai fait dans chaque spécialité. Et j'arrivais à 109 ans. 109 ans. Ça veut donc, dire que... en fait, tu bats tous les records, quoi. Bon, mais c'est... Alors, par exemple, ce qui est important, c'est pas de ce que j'ai fait, mais c'est comment j'ai pu faire et avec qui j'ai fait. Et c'est surtout cette notion d'équipe. Toujours avoir des gens à côté de soi qui soient capables de comprendre, de réagir. Bon, j'ai travaillé beaucoup avec mon ami Jean Truvaux, on a fait des choses extraordinaires. C'est cette osmose, rencontrer les autres et puis se mettre ensemble autour d'un projet Ce qui veut dire que quand on t'a parlé de 36 heures pour la Martinique, on y reviendra tout à l'heure, tu as pas sursauté, ton cœur n'a pas failli, tu as dit, bon, ça c'est un projet comme j'en ai fait tant dans ma longue vie. Oui, et ce qui m'a surtout plu dans ce projet, c'est demain. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Et par contre, pour bien faire demain, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a fait hier? Et à travers tout ça, bon, il y a un certain nombre de choses qui me remontent et qui, aujourd'hui, je suis très heureux d'entendre Emma. Et la réflexion que j'ai autour de ce qui s'est passé autour de la carrière d'Emma, c'est de dire aux Martiniquais aujourd'hui, pour réussir à très haut niveau, il faut absolument un certain nombre de choses qu'Emma n'a pas eu à son époque. Ouais. C'est vrai qu'elle avait du talent, c'est vrai qu'elle avait de la volonté. Mais aujourd'hui, en plus de cela, il faut de la communication. Il faut de la communication, il faut de la gestion. Et alors, pour prendre un petit exemple, je vais prendre l'exemple d'un petit gars qui a beaucoup de talent, qui réussit, il s'appelle Mbappé, mais Mbappé aujourd'hui c'est une TPE de 30 millions d'euros. Pourquoi? Pour les gens qui nous écoutent, une très petite entreprise. Très petite entreprise. Enfin, en Martinique, 30 millions d'euros, c'est une énorme entreprise. Oui, on est bien d'accord. Mais lui, au niveau national. Ouais. Alors, tout cela pour dire que c'est possible. Alors, bien sûr, 30 millions d'euros, une TPE, mais on peut avoir une TPE de 3, 4, 5 millions d'euros avec le même principe. Avoir du talent, être bien entouré, avoir une bonne gestion, et puis j'ajouterai la dernière chose qui est importante aujourd'hui, parler plusieurs langues. J'ai vu le championnat de France, Lille a gagné, 6 entraîneurs français ont été interviewés, 2 ne parlaient pas français. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une approche totalement différente pour demain, avec cette notion de responsabilité, cette notion de travail, cette notion de gestion, cette vision, et puis cette approche, je dirais, qui est aujourd'hui classique, c'est-à-dire cette approche numérique de la gestion digitale, et voilà. Et ce qu'Emma n'a pas eu à l'époque, et pas seulement Emma, mais toutes les autres qui étaient avec elle, qui ont fonctionné, qui ont réussi dans des conditions difficiles, et les marches qu'Emma a dû sursauter pour arriver, ben, aujourd'hui, non, ça ne peut pas arriver aujourd'hui parce qu'il faut d'une préparation différente. Et c'est ça la Martinique de demain. Ouais. Donc le message, il est clair, ça va être complexe. Ça va être complexe. Mais pas impossible. Pas impossible et pas si compliqué que ça. Très bien. Il y a une grosse différence entre complexe et compliqué, on est bien d'accord. Alors, Monsieur Jallier. Oui. Alors, Thierry, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis président l'association martiniquaise de parents et d'enfants aveugles. Ouais. Depuis le mois de novembre, je suis animateur radio sur Andy FM, Martinique. Tout à fait. On a entendu parler de cette radio qui s'adresse spécifiquement aux personnes non-voyantes. Non. Entre autres. Non, c'est-à-dire que c'est une radio qui est faite par des personnes en situation de handicap, mais c'est une radio généraliste. Très bien.
Mais bon, c'est vrai qu'on laisse plus la place au handicap. Et quel que soit le handicap, pas spécialement visuel. D'accord, mais au moins, les personnes en situation de handicap peuvent dire qu'elles ont l'accompagnement d'une radio, ce qui n'était pas le cas. Oui. Alors, en dehors de ça, la partie sportive. La partie sportive, moi j'ai commencé, pas comme madame, j'ai commenté il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2005. Ouais. Parce que bon, moi je perdais la vue. Là, ça fait que 2-3 ans que je ne vois plus rien. Mais bon, j'ai un rétrécissement du champ visuel. Ouais. Donc je perdais la vue au fur et à mesure. Et en 2005, mon père, Maurice, en tant que président de l'association, a fait venir en Martinique l'équipe de Poitiers pour un sport qui s'appelle le torbal. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, le torbal, c'est un jeu de ballon collectif qui se joue. Il y a trois joueurs sur le terrain par équipe. Il y en a 3 sur le banc de touche. Sur un terrain de 16 mètres de long, 7 mètres de large. Des buts à chaque bout. Il y a 3 ficelles qui séparent les 2 camps, donc il n'y a pas de contact entre les joueurs. Ce sont 3 ficelles qui sont à 40 cm du sol. Et le but du jeu, c'est d'envoyer un ballon sous les ficelles, sans les toucher, pour pouvoir essayer de marquer un but en face. D'accord. Et c'est un jeu qui s'adresse spécifiquement aux malvoyants ? Justement, il a été adapté pour les valides, puisqu'on joue tous avec des lunettes opaques, et qu'on soit malvoyant, non-voyant ou valide, on peut jouer ensemble. Très bien. Ouais. Et donc ça, c'est devenu ta spécialité finalement ? C'est devenu ma spécialité, puisque bon, ils sont venus en 2005, la première fois ils nous ont montré le jeu. Ils sont revenus en 2006, où là ils ont formé des arbitres, un entraîneur, et ils nous ont redonné encore vraiment la motivation. Ouais. Et moi, j'ai adhéré tout de suite. Et dans l'association de mon père, je m'occupais du torbal. Donc j'ai cherché, on a commencé, je peux dire, en 2006, fin 2006, début 2007, on était à 2, simplement, à s'envoyer le ballon, comme ça, au stade Louis-Achille. Ouais, encore le stade Louis-Achille. Voilà. Et chacun sur un tapis, on s'envoyait la balle, on n'était que 2. Et aujourd'hui ? Justement, aujourd'hui, c'est redescendu, c'est monté, c'est bien monté, puisqu'on a été 9 à un moment. Ouais. Et puis là, c'est redescendu. Et on a une équipe, mais la moitié des joueurs sont en métropole. Très bien. Ce sont des Antillais, mais ils sont en métropole. De toute façon, tout à l'heure, on donnera... Alors, prépare-toi. Alors, de mémoire, je suis sûr que tu as les numéros de téléphone, tu as les emails, tu as des choses que tu... Au moins des contacts. C'est l'association, c'est l'association. Bon, on reviendra sur le détail. Et puis, palmarès, on n'a eu que 2 médailles. C'est déjà pas mal. Oui, en 2019, la médaille de bronze en seconde division. Ouais. Et 2020, on n'a fait qu'un tour, parce que ça se passe toujours sur 2 tours. On n'a eu qu'un tour, mais on a eu la médaille d'argent. Bon. Et là, cette année, on était en première division, mais bon, tout est arrêté, donc... On espère qu'en septembre, ça va repartir. C'est clair que les activités sportives ont été totalement impactées. Parmi les plus impactées, alors il y a les associations sportives et il y a les boîtes de nuit. Parmi les gens qui ont souffert. Bien, alors, Jean Trudeau. Pareil, évidemment, la très grande majorité des gens qui nous regardent ne te connaissent pas parce que tu as une discrétion absolue, je plaisante. Jean, raconte-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu as fait tout au long de ces années ? Il faut résumer. Oui, il y a intérêt parce que là, à mon avis, on est parti sur... à mon avis, c'est 10 fois ce qui est sur le terrain. Oui, mais je n'ai pas autant de médailles. Non, mais n'oublie pas, là, à côté de toi, il y a 109 ans, donc on y va. Je n'ai pas fait comme Alain, je n'ai pas additionné. Je ne peux pas additionner. Alors, j'ai de la chance de pratiquer un sport qui permet de commencer très jeune et de continuer très vieux. Et ce sport, c'est la voile. C'est la voile. Alors, quand on parle de voile moderne, voile traditionnelle, c'est la voile. Il y a peu de sports où, à mon âge vénérable, on peut encore pratiquer. Pas le sprint, de toute façon. Pas le sprint. Ouais. J'étais un bon sprinter, j'étais un bon ailier droit, j'étais un bon basketteur. Au foot, j'ai fait du foot. Mais j'ai toujours fait de la voile.
fait de la voile et j'ai fait de la voile. Alors j'ai fait de la voile, mais tout à fait par hasard. Parce que quand j'avais 10 ans, je jouais au basket au club colonial avec mon amie Elisabeth. On s'est un peu fâchés, mais on est vraiment de bons amis maintenant. Et nous habitions à Clairières. Donc je descendais par le château d'eau et j'arrivais à la cour Périnon à 6 heures. Et puis un jour, j'ai dû traîner un petit peu. J'entends sur le pont Guédon, j'entends la mairie. Donc je cours et j'arrive à la cour Périnon. Tous les copains sont déjà là. Il m'a dit, dépose ton sac, il fait le tour. Bon, d'accord, il pose le sac, fait un tour, 2 tours, 3 tours. Je ne t'ai pas dit de t'arrêter. Au 4e tour, j'ai estimé que c'était une injustice. Donc je suis remonté chez moi. Premier mensonge de ma vie, j'ai dû mentir à mon père et dire, bon, il n'y avait pas basket ce matin. Et je me retrouve en 6e au lycée. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Confiant, qui était directeur, était CTR de voile et directeur du centre nautique départemental. Il vient demander quels sont ceux qui veulent faire de la voile. Alors, comme mon père m'avait mis sur un bateau à 8 ans avec Paulo Mariani à Yacht Club, je lève le doigt et je dis, moi, il dit, ah non, c'est pas comme ça. On va à la piscine avec tous les copains, dont Marie-Josée. Allez, je cite Marie-Josée parce qu'on se raconte cette anecdote souvent. Ouais. Et on dit qui sait nager. Donc tout le monde sait nager. On dit, bon, c'est pas grave, je mets une assiette au fond de la piscine, à la ligne, et allez prendre l'assiette. Alors, entre ceux qui ne savaient pas nager, ceux qui n'ont pas osé, ceux qui ont failli se noyer, Trudeau a fait partie de ceux qui, sachant nager, je suis né près de la mer, sachant nager, donc je me suis sorti. Donc j'ai toujours fait de la voile. J'ai eu la chance de faire de la voile avec des grands mulâtres, des gens importants, riches, qui m'ont appris beaucoup de choses, la vie. Ouais. Donc, je pense à l'avenir, mais je dis que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ces gens-là qui m'ont donné la main toute ma vie sportive durant, ils savaient d'où ils venaient. Ils avaient galéré, ils avaient des problèmes à l'école, ils avaient été résistants pour certains. Ils avaient vraiment galéré, la Martinique des années 40, 50. Ouais. Et puis, ils étaient devenus des gens importants, puissants, parce qu'on a dit mille lattes ni bateau. C'est une vue de l'esprit, c'est pas vrai. Avant ni bateau, ils ont galéré. Ils ont galéré. Ouais. Donc, j'ai toujours fait de la voile. Et puis, le docteur Rousselin m'appelle un jour, il me dit, bon Jean, tu sais qu'il y a plus, on va parler de la Maison des Sports, qui était un monument, il faut qu'on sache que c'était un monument. On a vu ça avec Emma. C'était un monument de la vie martiniquaise, il y avait cheval d'Arson, d'Agré, enfin il y avait tout à l'intérieur, escrime et compagnie, il y avait une piste devant, piste d'athlétisme, et le sport martiniquais se passait là. Et lorsque cette maison... alors rappelons aux gens, c'était sur la savane. C'était sur la savane, juste dans le virage près du Fort Saint-Louis. Voilà, et devant, il y avait une piste. Alors pour ceux qui regardent les vieilles photos, après il y avait Roger Albert, il y avait la pompe à essence de Roger Albert, les taxis. Donc, parce que c'est une photo qui passe souvent, que les gens... C'était le lieu du sport martiniquais. Ouais. Et tous les gens allaient faire du sport. Et puis à côté, il y avait la savane. Et la savane, il y avait 4 terrains autour de la statue de Joséphine. Il y avait le Club Colonial, le Golden, le Good Luck et l'Intrépide. Donc, et les gens jouaient. Alors, ils étaient concurrents, mais ils étaient amis, tout en se battant réellement, parce que c'était chaud. Hein. Les rencontres Club Golden ou Club Good Luck, c'était pas chaud, c'était très chaud. Mais les gens avaient cette amitié, après ils se retrouvaient tous au point de feu. C'est un peu comme les Yols. Avant, les grands patrons, Alain Tumaretti, je dis une bêtise, les Frères Jules, les exilés du François, ils se bagarraient sur l'eau comme des chiffonniers. Et puis quand ils arrivaient, ils laissaient la gueule pour les types, et puis ils allaient l'asseoir dans un joue pas pour point de feu. Ouais. C'est pas ça aujourd'hui. Donc, toute cette partie-là, quand le docteur Rousselin m'a appelé pour me dire, bon, écoute, on a monté le croisement. Je dis, c'est quoi cette affaire? Il me dit, mais il n'y a plus la Maison des Sports, c'est fini, on détruit, on construit un nouvel. Alors, il me dit, il y a des copains que tu connais, il y a Dédé, il y a Eustache, il y a Tilacom. Donc, je suis rentré dans cet organisme qui était à l'époque vraiment très, très, très important. Nous avions contact avec les 55 ligues et comités, on côtoyait à peu près 800 dirigeants et on n'avait pas d'engagement politique. D'accord. Juste à titre anecdotique, il y avait ce qu'on appelait le Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, qui sont des fonds attribués au nombre de licenciés. Siégeaient à la table monsieur le préfet, monsieur le président Lise du conseil général et monsieur Marie-Jeanne. Et puis Jean Trudeau qui représentait le COSMA. Qui parle plus fort à la table? Jean Trudeau. Jean Trudeau, j'ai pas un rond, mais j'ai 80 000 licenciés derrière moi. Ouais. Donc, nous avons géré... D'où l'importance du sport, et c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. D'où l'importance du sport. Il faut savoir, quand on dit sport, alors il faut savoir de quel sport on parle. Est-ce qu'on parle du sport organisé? Bon, il faut savoir que la Martinique a 370 000 habitants, il y a à peu près 60 000 licenciés, mais il y a près de 150 000 personnes qui pratiquent le sport pour des raisons diverses et variées. Et le sport a ce qui pourrait être sa force, ce que j'appelle deux handicaps. Les installations sportives et les bénévoles.
Ouais. C'est la force du sport. Il faut des installations pour faire du sport. Il faut des bénévoles pour les encadrer. Mais le problème réside dans ces deux-là parce que les installations ne sont pas aux normes, ne sont pas ce qu'elles étaient ou devraient être. Et les bénévoles ne sont pas toujours vraiment bénévoles. Nous sommes des bénévoles, nous sommes des imbéciles. On a fait ça parce qu'on avait envie. Ouais. On n'avait pas d'ambition politique. On n'en a jamais une aussi. Notre politique, c'est le bien-être de cette population par le sport. Donc, mon sport, c'est vraiment la voile. Je suis dedans jusqu'à maintenant. J'ai participé à de nombreuses régates dans la Caraïbe. Premier Tour de France à la voile en 75, j'ai fait ça. Et puis, je me suis intéressé très tôt à la communication. Alors, mon maître à penser, c'était Marcel Bozza. Marcel Bozza, c'était un type extraordinaire. Il faut savoir qui était ce monsieur. Il faut que Martinique Première, KRFO, ressorte un reportage. Un monsieur avec sa petite chemise veste, son petit carnet. C'était un peu le Gene Sacomano de la Martinique, mais en plus modéré. Quand on a vécu avec des gens comme ça, on a envie d'avancer. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, Césaire le disait, avant de savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Très bien. Alors, on a fait un petit tour. On en sait un peu plus, mais pas suffisamment encore, sur chacun de vos parcours. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, et surtout à vous tous les deux qui êtes au cœur du projet, comment vous avez été happés par le docteur, le professeur Aimé Charles Nicolas, comment vous êtes tombé dans la marmite de 36 heures pour demain? On commence par toi. Je dirais que je suis dans la marmite depuis très longtemps. Trop longtemps même, je dirais. Non, Donc vous abouillez. Oui, j'abouille. Ouais. Mais l'idée c'est un petit peu cela, c'est comprendre comment on peut préparer la Martinique, faire avancer la Martinique de demain à travers un projet. Mais est-ce que cette question, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que cette question est une question pour vous, les néophytes? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut réserver, je me fais un peu l'avocat du diable, mais à ceux dont c'est le boulot, a priori, d'abord les politiques? Je dirais que non. Je dirais que non parce qu'aujourd'hui, on parle du sport. Alors, qu'est-ce que le sport peut apporter à la Martinique demain? Comment le sport peut apporter des choses à la Martinique demain? Alors, on va dire qu'il y a le sport professionnel, la pratique qui va permettre de s'épanouir, mais également de gagner de l'argent. Alors, je parlais tout à l'heure de la TPE de Mbappé, mais quand je regarde derrière, je me dis que un certain nombre de copains qui sont partis chômer, tous ces copains qui sont partis, Charles Fouet qui sont partis, ils n'ont pas une TPE. Hein. Donc, on a loupé quelque chose. Donc, demain, il faut qu'on prépare nos sportifs à pouvoir rentrer dans cette filière avec les armes pour réussir. On a bien compris que l'idée de professionnalisation, d'environnement de communication, aujourd'hui, c'est fondamental. Mais de manière très pratique, très pragmatique, comment tu as rencontré Aimé Charles Nicolas et comment tu es arrivé dans ce projet? Mais tout simplement parce que, en entendant parler, et je me suis retrouvé dans une réflexion que j'avais menée il y a déjà quelques années, et je me dis, il a raison. Je me suis posé la question un jour, c'est surtout au début des yachts, je me dis, comment faire les gens venir autour des yachts? Bon. Je me suis dit, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de dire aux Martiniquais, ne regardez pas notre nombril, sortez de la terre, regardez la mer. Et quand on regarde la mer, on voit l'horizon, on a une vision large, on fait des projets, on pense à demain. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il a raison, je suis déjà dans sa vérité depuis un moment. C'est aujourd'hui, au contraire, qu'il faut que j'apporte une pierre supplémentaire pour amener les... Donc il y a cette espèce de cohérence entre les deux visions, entre les deux projets. Mais surtout, alors bien sûr, je dirais qu'il y a la partie professionnelle, mais à côté de cela, qu'est-ce que le sport peut apporter? Quand on regarde la partie santé, il y a un vaste chantier aujourd'hui dans lequel le sport va s'immiscer. Il y a toute une technique, il y a toute une pratique à mettre en place, et puis il y a des créations d'emplois. Il y a tous ceux qui ont des pathologies et qui sont amenés à améliorer leur santé grâce au sport. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est rentré dans la pratique. Médecin prescrit du sport. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un chantier énorme. Donc c'est demain.
si je veux rentrer dans ce chantier, il faut que je me prépare, il faut que je prépare les diplômes, il faut que j'essaie de rentrer dans tout ce système. Pour accompagner les malades, grosso modo, qui vont guérir via le sport. C'est-à-dire que donc là, on se rend compte que sur le plan santé, il y a quelque chose d'énorme à faire. Dans un autre sujet, on se rend compte que de plus en plus, et là cette pandémie, le Covid nous a montré effectivement qu'il y a un chantier énorme pour la place du sport. Les gens ont eu besoin de coachs personnalisés, ont besoin de coachs pas seulement chez soi. On a utilisé le digital, il y a eu toute une réflexion, il y a des petites sociétés qui se sont créées. Donc il y a eu des gens qui ont eu besoin de sortir par petits groupes, 5-6. Donc il y a tout un chantier qui s'est mis en place justement pour permettre aux gens de réagir par rapport à la pandémie. Là encore, il y a un chantier énorme pour demain, parce que je touche du bois, mais j'espère qu'on n'aura pas encore d'autres pandémies. Mais il faut qu'on soit... Mais cette fois-là, on sera préparé. On sera préparé, mais sur le plan sportif, on se sera déjà préparé. Il y aura beaucoup de gens qui vont faire des études, se préparer, avoir leur diplôme de coach, avoir des salles appropriées pour pouvoir réussir. Et puis il y a un autre chantier très important aussi qui rentre justement dans le cadre de la Martinique, comment utiliser notre environnement. Il y a, alors bien sûr, il y a des pratiques sportives qui intéressent beaucoup de gens et qui vont payer pour cela. Je veux faire du sky, je veux faire pas mal de choses, il me faut du matériel et les gens vont venir. On a un domaine aujourd'hui, et je suis très bien placé en tant que vice-président du parc marin de la Martinique, pour pouvoir protéger notre environnement marin. La plongée, c'est une activité sportive lucrative. Oui. De plus en plus, en lien avec le tourisme. En lien avec le tourisme. Donc tout cela montre que demain, eh bien, il y a un chantier énorme pour le sport, pour faire vivre la Martinique. Et c'est là que je suis vraiment entré en osmose avec le professeur Charles Nicolas. Très bien. Jean, toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu de la lumière, tu es rentré Non, pas vraiment. Quand j'ai reçu le document, comme m'a envoyé la coordinatrice qui me connaissait... Je rappelle son nom, Nelly... Alors je ne sais pas si vous pouvez le dire, Nelly... Non, mais elle m'en veut systématiquement, mais on le rappelle, c'est grâce à des piliers comme cela que cette société est sereine. En tout cas... tente de garder sa sérénité. Nous allons la nommer. Alors, quand j'ai reçu ce document de Nelly Nomal, qui avait l'air de me connaître, je me dis, mais c'est qui cette dame-là? C'est vrai que je suis un peu connu. Ben, tu vois. Et quand je l'ai vue, en fait, je l'ai toujours appelée Nelly Beauchot, parce que c'était l'une des premières filles au lycée. J'ai fait toutes mes classes au lycée. Dont tu étais amoureux? Non, monsieur, qui est arrivé vers les années, fin des années 60. Donc, et puis, j'ai reçu le document. Je l'ai lu. Bon, le professeur Jean-Nicolas, je le connais, un petit voisin de quartier, si je peux dire. J'ai lu et relu le document. Et puis on me demande un certain nombre de choses, mais comme je fais pas mal d'autres choses, je m'occupe de la mémoire de Marius Cultier, je m'occupe de la Transat Jacques Vabre, j'ai pas mal d'activités, et l'après-midi je fais la sieste. Donc il fallait que je trouve le temps d'étudier et de réétudier ce document. Donc j'ai mis ça de côté. Et puis un jour elle me rappelle, elle me dit, ouais, il faut que tu penses à nous, parce qu'on va commencer. Et puis je réalise que ça se passe il y a 2-3 mois, qu'il fallait que j'ai répondu au 15 janvier. Donc, je dis, je suis un peu en retard, mais bon, attends, Trudeau, mais c'est très important. Je me suis posé une question fondamentale, que je pose toujours. Quid en fin de parcours? Où on va? Lorsqu'on a fait toute cette réflexion, j'ai été très content d'être mis au rang d'expert. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé d'autres experts, M. Dédé, Mme Sulter, M. Jallier. Je ne suis pas seul, il ne faut pas être seul. Dans le sport, on est plusieurs, et j'aime partager. Mais je me dis, il faut que je m'entoure de ces gens-là. Mais j'ai toujours en tête la même réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? De quoi on va parler? Parce que si on parle que de l'avenir, je crois qu'on a loupé le coche. Alors, je ne vais pas faire ancien combattant. Mais comme je répète, si on ne sait pas d'où on vient... Pourquoi j'ai cité ma Sulter? L'autre jour, j'ai demandé, mais qui connaît M. Charles Alfred, Daniel Charles Alfred? Pas grand monde, hein? Pas grand monde. Alors, ce n'est pas de la faute de Daniel Charles Alfred. Enfin, je vais me faire taper dessus. C'est la faute des dirigeants de cette discipline qui ne parlent pas de ce monsieur. Qui connaît Max Morinier qui a battu les Américains? Je dis ça devant une sportive, une athlète, ça n'a l'air de rien. Battre les Américains en 1990. Donc, record du monde en plus. Record du monde. En établissant un nouveau record du monde. C'est pareil, je joue une connexion. J'ai un petit neveu par alliance, le petit Mario, c'est un petit neveu, et puis Max, c'est un copain. Donc, je me suis dit, il faut que je contacte ces gens-là, que j'échange avec eux. J'ai appelé Alain. Il y a un truc qui se passe là, il ne faut pas nous quitter ça passer. Il faut qu'on prenne part. Je ne savais pas comment. Je n'avais pas encore l'idée. Et puis je me suis dit, il faut vraiment qu'on en parle.
Et c'est pour ça que je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas voulu être seul, j'ai voulu qu'on soit plusieurs, élargir la chose parce que je pense, mais ça c'est un petit peu de vantardise, entre ce que peut dire Alain Dédé, ce que peut dire Jean Trudeau, ce que peut dire Emma Sulter et Thierry Jalli, on couvre pas mal de choses. L'avantage qu'on ait été au COSMA, Emma a été dans l'athlétisme, nous étions dans toutes les disciplines. J'ai découvert des disciplines que je ne connaissais pas, le badminton, j'ai fait des marches de badminton, c'est très joli, c'est sympathique, mais c'est dans une salle, tu es enfermé, tu as du mal à comprendre. Le tir à l'arc, tu es obligé en tant qu'officiel d'être présent pour connaître la discipline, il faut savoir ce que c'est. Tu es à 10 h du matin sur les plateaux de Tivoli au soleil. Quand tu as fait tout ça, et puis tu rencontres des gens... Alors, le sport n'est pas les finales de la Coupe de la Martinique au stade de l'Achille. C'est pas ça le sport. Il n'y a pas que ça. Ouais. Et le reproche que je ferais, enfin, c'est peut-être pas un reproche, c'est une manière de voir. On oublie souvent que l'élite n'a qu'à de la masse. Si on ne se penche pas sur le problème de la masse, comment faire pour reconnaître qu'un sportif va devenir une Emma Sulter? Il faut aller le regarder. Ouais. Le problème du sport, c'est que le gamin qui vient, gamin ou gamine, hein, excuse-moi, je dis gamin, c'est large, qui vient jouer, il est bouillon. Il se prend pour Mbappé, il se prend pour Neymar, il se prend pour Pelé. Parce que mon adolescence, c'est Pelé. Il se prend pour Maradona. Sauf que quand il va rentrer dans une équipe, l'entraîneur va lui dire, attends, Bill, il y a un problème. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Ouais. Et des fois, à l'air à eu ce problème. Quand mon fils joue au football au club colonial, quand je lui ai expliqué, tu as des gamins qui sont des génies. Mais est-ce qu'ils vont rester des génies toute leur vie? Et est-ce qu'ils vont rester génies dans l'équipe? Dans l'équipe. Ouais. Se mettre au service. Alors, si on ne dit pas aux gars, mais Bill, il faut que tu te calmes un peu. C'est un jeu d'équipe. Je prends le football, par exemple. Le football, c'est un jeu d'équipe. Tu n'es pas seul. Ou l'aïeul. Ouais. On prend l'exemple de l'aïeul. Il y a deux personnes qui devraient parler de l'aïeul. Ouais. Le bauer, le patron, et puis le monsieur qui est à l'extrémité, le premier bois, celui qui annonce la risée. Les autres n'ont pas pour parler. Alors ça se voit, mais c'est un très bon exemple. Ouais. L'exemple d'ailleurs, le professeur Charles-Nicolas n'a pas choisi l'aïeul par hasard. Oui, on rappelle à ceux qui nous écoutent que l'aïeul, c'est le symbole, donc ça se voit. Et quand vous allez sur le site internet, quand vous regardez les affiches, c'est volontairement que l'aïeul a été choisi pour ce concept même d'équipe, de travail. Oui, parce que l'esprit d'équipe, c'est comme une entreprise. Vous avez un chef d'entreprise, vous avez un cadre, vous avez un agent de maîtrise. Bon. Donc, si on n'est pas organisé, nous maintenant, pour laisser, il faut qu'on laisse quelque chose. Les aînés nous ont laissé quelque chose. Il n'y a pas de raison que nous ne laissions pas. Est-ce que ce que vous faites là, ce que vous allez faire entre maintenant et septembre, et que vous avez commencé à faire, est-ce qu'il y a cette volonté de laisser quelque chose pour les générations qui viennent? Il faut laisser. Je suis très patrimoine. Je le suis en musique, par exemple. Je suis patrimoine. Si on ne sait pas, on ne connaît pas notre patrimoine, on ne connaît pas nos sportifs qui ont fait la Martinique. Ouais. Et puis qui ont fait la Martinique à des époques, enfin, Emma te l'a dit, où c'était pas facile. Ces gens-là nous ont portés, ils ont mis la Martinique, bon, on parle de tourisme, mais qui ont été les premiers agents touristiques? C'est les sportifs martiniquais. Ouais, les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Donc si on ne prend pas ça en compte, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les jeunes, j'ai beaucoup de respect pour les aînés, mais il faut que tous on se mette ensemble. Ce genre de projet va nous aider, peut-être avec d'autres personnes, à réfléchir à un certain nombre de choses. On aura des contradictions, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Ouais. Tout n'est pas rose. Mais ce sera d'abord une contribution. C'est bien ça l'idée. C'est une contribution que nous portons, et je suis prêt, comme c'est une contribution, à entrer en discussion, en contradiction avec quelqu'un qui ne voit pas, mais il faut qu'il voit la finalité du projet. Tout à fait. Alors rappelons quand même, Alain, je vais te donner la parole dans quelques secondes, rappelons quand même la finalité. Je rebondis sur ton observation et ton apport. Rappelons que l'idée de départ, je caricature un peu, c'est bien d'identifier les problématiques, mais de toutes sortes. L'idée, c'est général, c'est global, et de laisser libre cours à la réflexion, à la proposition sans censure, pour envisager des solutions. Donc c'est déjà une première étape. Et puis surtout, de traduire ça de manière très concrète en projets qui vont probablement, certainement, déboucher sur des projets de création d'entreprise, puisque derrière, vous, les experts, vous devrez accompagner à la fois la réflexion, puis les éventuels projets en matière sportive, etc. Donc, Alain, peut-être une petite précision. Juste une précision pour dire que c'est vrai que nous sommes pas mal d'anciens, nous avons fait les choses.
certains ont fait avant nous, on a récupéré, mais on avait une certaine mentalité pour un petit peu récupérer. Aujourd'hui, je dis qu'il ne faut pas que l'on travaille pour laisser des choses pour les jeunes. Il faut au contraire, c'est toute la difficulté, arriver à mettre en place un système pour que les jeunes aient envie de venir prendre ce que nous avons laissé. D'accord. C'est ça toute la difficulté aujourd'hui. Il faut les attirer, il faut les séduire. Voilà, donc il faut qu'aujourd'hui, que ce que l'on met sur la table, eh bien, corresponde à leur langage, à leur code, à leur façon de penser. De toute façon, vous allez y arriver, puisque parmi les experts et parmi les gens qui travaillent, qu'on a déjà reçus, il y a quand même beaucoup de jeunes. Hein. On a reçu ici, sur ce plateau, dans la partie développement durable, 2 jeunes chefs d'entreprise qui sont sur des choses complètement innovantes. Hein. Tout à fait. C'est le langage. Le langage que j'ai eu avec, quand j'étais très jeune, avec ce qui était avant moi que les anciens, ce n'est pas du tout le même langage que j'aurai aujourd'hui avec les jeunes. On ne parle pas de la même façon. On parle avec des gestes, on parle avec c'est un langage qui est totalement différent, qui est innovant. Et si nous n'arrivons pas, nous et tous les experts, à comprendre et à fonctionner avec ce langage, ceux qui sont en face de nous ne font pas comprendre. Et ils vont délaisser. Voilà. Alors, Emma, toi, allons être très clair et très transparent, tu débarques. Hein. Oui, il y a un fou furieux qui s'appelle Jean Trudeau, qui nous l'a expliqué là, et qui nous a expliqué les raisons et ses motivations, cette envie de s'entourer, de ne pas être tout seul à porter un projet, de s'entourer de gens qui ont une expérience principalement dans cette matière qui est le sport. Tu débarques et quelles sont tes premières réactions quand tu entends toutes ces idées, et surtout à la lecture? Il paraît qu'on t'a envoyé un document, tu n'as rien compris, quoi. Tu as essayé de le lire, mais le truc était tellement complexe que c'était... Non, alors, tes premières réactions? Alors, en fait, j'ai lu, mais j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir me pencher et comprendre. Bon, il y a des trucs que je comprenais, il n'y a pas de souci. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, mais c'est beau. Mais le problème pour moi, c'est que je n'ai pas eu le temps de me dire, mais attention. Mais après ça, je me suis calmée en me disant, mais j'ai des personnes qui m'ont invité, dont Jean et puis Alain, qui vont nous aider, qui vont m'aider à comprendre et puis entrer dedans. Moi, je suis très contente. De manière très concrète, alors imaginons, c'est à peine de la fiction, parce que ça va se traduire, t'inquiète pas, des ateliers où il y a des jeunes qui viennent, des moins jeunes, et vous réfléchissez à identifier des problématiques. Déjà, alors ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder comment le pays fonctionne. Il n'y a que des problématiques. Et puis, en réfléchissant, il y a des solutions qui vont sortir. Est-ce que tu t'imagines dans ce genre de scénario-là? Absolument. Ça me plaît, justement. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas dans une association, etc. Mais pourquoi c'est parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire partie d'association, mais dans ma vie, j'ai perdu ma mère à un moment donné où il fallait... Enfin, elle est partie, et j'ai eu un frère qui est quand même autiste. Il a fallu t'occuper de ta famille. De ma famille, de mon papa, etc., etc. Et puis les années ont passé, et voilà, je me trouve, je suis toute jeune, donc c'est extraordinaire parce que j'avais envie de le faire. Mais mes élèves m'ont porté beaucoup de bonheur parce que j'ai quand même fait quelques actions avec ces élèves, et puis, voilà. Donc en fait, toi, tu n'as jamais perdu le contact avec la jeunesse. Ah non. Quand tu dis que tu es toute jeune partout, quoi. Je suis toute jeune partout, en plus j'ai des petits-enfants, donc c'est extraordinaire. Donc, et je vais grandir avec eux, ils vont grandir avec moi. Cette idée de travailler à la transmission, pour toi, c'est que du bonheur. Oui, je pense. En tous les cas, je sais que je m'y plairai, je trouverai des solutions avec mes amis, avec mes parrains, mais je suis persuadée que ce ne sera pas facile, mais on pourra trouver, parce qu'il y a quand même à faire ici en Martinique. Oui, alors on va revenir dessus tout à l'heure sur les problématiques, les forces et faiblesses. Thierry, toi, là, les types, ils t'ont chopé, ils t'ont sorti de ton terrain avec tes ficelles et puis ton but, et ils t'ont dit, notamment l'individu qui s'appelle Jean Trudeau, il faut que tu viennes nous aider. Bon, tu as entendu... Même pas.
Même pas. Même pas. Non, mais je Il t'a te mis dis, dans sa voiture, il t'a amené, quoi. simplement, la semaine dernière, il passait à la radio, il passait pour une émission de sport, et je suis intervenu comme ça pour parler un petit peu de handisport et de torbal. Ouais. Et puis 2 jours après, il m'appelle, il me dit oui, j'ai une émission à la télé, est-ce que tu peux venir? Je dis bah oui, si tu veux. Et c'est tout. Et c'est parti. Et me voilà aujourd'hui, quoi. Bon. Donc en fin de compte, il est redoutablement efficace. Donc faut en fin de compte, je ne l'avouer. savais pas du tout. Moi, je pensais qu'on avait parlé un peu de sport, qu'on parle de sport. Et puis moi, mon point de vue sur le handisport, c'est que comment on voit ça en Martinique, tout ça. Mais bon, à part ça, c'est tout, quoi. Alors à Brûle-Pourpoint, là, tu nous as entendu. Oui. J'allais dire réfléchir, échanger sur ce projet. Tu as découvert qu'il était mené par Aimé Charles Nicolas, que tu ne connais pas d'ailleurs. Je ne connais pas, non. On aura l'occasion de te le présenter et te le décrire, parce qu'à lui tout seul, c'est un phénomène. Il a 78 ans, il est professeur de psychiatrie et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a déjà bouleversé. Déjà, rien qu'avec le projet, il s'est attiré les foudres et les amitiés en même temps de plein de gens en Martinique. Alors les foudres de certains nombres de gens qui disaient, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez en Martinique, rien n'est possible. Tout est impossible, c'est pas possible. Ok, c'est notre tarte à la crème. Donc il bouge les lignes. Le fait d'être embrigadé dans un projet comme ça te fait quoi? Ça te fait peur ou tu dis banco? Moi, je dirais banco tout simplement parce que je trouve que la place, alors là je vais parler du handisport, pas simplement du sport que je pratique. Alors, je trouve petite précision pour les gens qui nous écoutent, parce qu'ils aiment bien aller jusqu'au bout des mots. Le handisport, c'est bien les sports qui s'adaptent aux personnes en situation de handicap, c'est bien ça. Ou que les personnes en situation de handicap pratiquent. Voilà. Ok. C'est clair. Alors... Et moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de visibilité. Déjà, à la télé, maintenant, je parle d'ici en Martinique, à la télé, depuis quelques années, on commence à parler des Paralympiques. Oui. On voit ça sur les France Télévisions. On commence à en voir. Oui. Mais, D'ailleurs, depuis quelques années, les Jeux paralympiques qui suivent les Jeux olympiques sont diffusés en télévision, hein, en direct en plus. Mais depuis quelques temps seulement, depuis, on va dire 5-6 ans, pas plus, et encore. Et donc ici, je trouve qu'à la Martinique, il n'y a pas assez de visibilité sur ce que l'on fait, nous, en tant que personnes en situation de handicap. Simplement un petit exemple, il y a quelques années de ça, le président de la région a fait grand jeu Martinique. Oui. Il nous a inclus dedans. La seule chose, c'est que ça se passait sur toute l'île et que le sport, le handisport, était au lycée Acajou 2, c'est tout. D'accord. Alors que pour un 100 mètres en fauteuil, on n'a pas besoin de déplacer, de faire de changements sur un terrain d'athlétisme. On peut le faire sur un terrain normal, quoi. Et je trouve que quand il y avait des exhibitions d'athlétisme, ils auraient pu laisser à un moment. Il y a aussi la course pour les personnes non-voyantes. Ils auraient pu, entre un 100 mètres normal et puis un 200 mètres, ils auraient pu passer un 100 mètres. L'intercaler entre les deux. Ouais. Non, ils nous ont parqués pour moi. Moi, je trouve qu'on nous a parqués au lycée Acajou 2. En vous enlevant également la présence du public, tout simplement. C'est-à-dire que sur toute une journée, si on a eu une centaine de personnes qui sont passées, c'est beaucoup, quoi. Ouais. D'accord. Donc, cette notion de visibilité-là, pour toi, elle est centrale. Oui, puisque il faut que les jeunes, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en situation de handicap et qui n'entendent pas parler de sport, pour eux. Ouais, spécifiquement pour eux. Exactement. Donc, et tu penses que dans un projet comme ça, en tout cas, ça, c'est déjà une particularité, c'est peut-être l'occasion. C'est l'occasion de faire cette visibilité, oui. Ouais. Oui, j'espère. En tout cas, c'est trop tard. Tu peux plus reculer, là. C'est fini. Et à mon avis, ils vont te coller une commission spécifique sur la visibilité du sport pour tous. C'est ça, sport pour tous. Voilà. Et tu es prêt?
Je sais pas. Il est prêt parce que derrière lui, il y a des sportifs. Tu as des Kiatol, tu as des champions de France. Oui. Tu as des champions de France. Il y en a. Donc, mais il n'est pas tout seul, en fait. Hein. Il n'est pas tout seul. Mais il répond chaque fois que je l'appelle et il est avec nous. Donc, mesdames, messieurs, vous avez une mission, c'est de rappeler régulièrement Thierry Jallier pour lui rappeler qu'il doit participer à ce projet. Petite précision et ensuite, Alain. Je voulais dire une chose. Dans ce qu'on va faire, il faut qu'on ait quand même quelques garde-fous. Ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé de quel sport on va parler. Est-ce que c'est le sport encadré, licencié, institutionnel, 60 000 licenciés, ou est-ce que c'est le sport tout court? Allons faire un petit focus sur ça. Les gens ne sont peut-être pas conscients que ce pays est tourné de manière massive vers le sport. Ah, tout à fait. Alors j'ai essayé de comparer, alors j'ai pris mes chiffres, mais on est probablement un des départements où il y a le plus de licenciés au total par rapport à la population. C'est énorme ici. Je regardais le football, alors j'ai pu peut-être pas les derniers chiffres. 13 ou 14 000 licenciés. Non, plus que ça. Enfin, c'était 13 ou 14 000. Plus que ça. On a notamment, alors le premier sport, c'est le foot, et le deuxième sport ensemble, c'est les sports de combat. Quand les arts martiaux, c'est impressionnant, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je dis, ces sports-là ont un certain nombre de règles, de par le fait qu'ils dépendent de fédérations. Oui. Donc, dans notre affaire, quelle que soit la bonne volonté que nous avons de faire un certain nombre de choses, mais ça, c'est pour le sport encadré. Quand on prend le cyclisme, par exemple, je ne me rappelle plus combien de licenciés au comité cycliste, eh ben, il y a 10 fois plus de gens qui font du vélo dans la nature. Toi, ton focus, c'est de dire les Martiniquais, en dehors de l'encadrement, de la réglementation des associations, font du sport. Ils font du sport. Alors, le sport, c'est bien surtout pour les jeunes, parce qu'on parle de jeunes. Le jeune, en fait, j'aime beaucoup le sport parce que même s'il y a des petits écarts, des petits coups de couteau, des petites affaires, mais 3 fois rien par rapport au nombre de disciplines sportives, le jeune, il y a dans le sport ce que le jeune de base, le primo-délinquant rejette, l'ordre, la discipline. Quand on rentre dans, quelle que soit la discipline, il y a un arbitre, il y a un capitaine d'équipe, si c'est un sport d'équipe, il y a l'équipe, il y a des règlements qu'il faut appliquer. Et bien, quand on réalise le nombre de jeunes qui sont dans cet encadrement et que ça marche bien, comme je dis, c'est pas les 2 petits vols, le truc, c'est rien. Il faut le savoir que ça existe, mais c'est pas ça. La majorité, c'est des gamins qui s'expriment. Alors, des fois, tu es en train de nous dire, heureusement qu'il y a le sport pour maintenir cette société. Heureusement. Alors effectivement, quand on rentre dans, un peu comme disait Thierry, on rentre dans des problèmes. Un gamin qui se réveille le matin, où son club n'a pas les moyens de l'emmener parce qu'il est à Fort-de-France, l'emmener jouer au Carbet, mais c'est atroce, ça ne devrait pas arriver. Ouais. Parce que moi j'ai eu l'occasion d'emmener des gamins parce qu'ils n'ont rien mangé le matin. Donc j'étais allé voir des gens pour lui dire, est-ce que vous pouvez me donner 2 ou 3 pains au chocolat? Je dis pas. Quand on rentre dans le détail, on voit qu'il y a quand même des problèmes. Et c'est ce genre de problème on va aborder ça qu'il faut éliminer de manière à amener notre population à être plus sportive, et sachant que le sport, c'est aussi la santé. Ouais. Donc, c'est 2 éléments. On l'a rappelé. Alain, tu voulais intervenir? Je voulais intervenir par rapport à ce que disait Thierry pour dire qu'il y a une évolution énorme, sûrement dans le sport, par rapport aux personnes qui ont des handicaps. Mais un handicap, ce n'est pas une fatalité. Ça peut être une opportunité. Et nous avons, depuis quelque temps, moi je me rappelle très bien ces grands jeux où je m'étais offusqué, effectivement, du fait que ça se passait au lycée Akash, j'étais président du CROSMA à l'époque, et on a fait évoluer les choses. Aujourd'hui, on fait de la voile. On fait de la voile pour personnes à handicap. Ouais. On fait de la voile. Et ça peut être une opportunité énorme, parce que nous sommes dans un pays où il y a du soleil, nous sommes un pays accueillant, nous avons la technique, et nous avons le matériel. Donc, touristiquement, nous pouvons faire venir beaucoup de gens, surtout des parents qui ont des enfants, les emmener passer une semaine, 15 jours en Martinique et avoir cette pratique. Surtout actuellement, à l'heure du digital, où un gamin peut être sur un bateau, tout seul, avec une oreillette, et quelqu'un peut être à terre et lui dire « rafale à gauche, à droite, comme tu veux, bâbord ». Être en relation, déjà avoir une relation avec cette personne, c'est-à-dire effacer son handicap pour qu'il puisse profiter au maximum d'une pratique sportive. Et c'est pourquoi j'ajouterais que ce n'est pas le sport pour demain, c'est la pratique sportive en général. Et je te dirais qu'à l'époque, j'étais président du CROSMA, il y avait plus de 60 000 licenciés. Voilà. Plus de 60 000 licenciés. Mais aujourd'hui, nous sommes 350 000 Martiniquais.
et je suis certain qu'il y a 200 000 qui pratiquent une activité sportive. Et c'est sur ces 200 000 qu'il nous faut penser à demain. Comment nous organiser pour que ces 200 000 Martiniquais puissent bénéficier de toute la plénitude de la pratique sportive, et comment nous pouvons, nous, avec ce potentiel de 200 000 Martiniquais ayant une pratique sportive, vendre la Martinique et évoluer économiquement. Donc tu mets l'accent systématiquement sur à la fois le marché local et puis le sport comme élément d'attractivité du touristique. Emma, allons très rapidement faire un peu le tour de ce qui ne va pas dans cette île, et en relation avec notre thématique, hein, évidemment. Je ne te demande pas de me parler des déchets ni des problèmes d'eau, mais parlons de l'activité sportive, parlons du sport, parlons de cette relation avec les décideurs, avec la population, avec les entreprises, avec la société. Selon toi, qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les principales problématiques? Alors, on a vu que Thierry nous a dit, on a un problème très clair de visibilité de l'activité pour les personnes en situation de handicap. Toi, tu mettrais le doigt sur quoi? Alors, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue. Oui. Moi, je pense qu'il faut passer par eux. Il y en a plein qui voudraient faire du sport, mais ils sont tellement rejetés, ils pensent qu'ils sont tellement rejetés qu'ils continuent à faire des bêtises. Et je pense qu'il faut, eux aussi, il faut absolument les encadrer au niveau des communes, qu'il y a des personnes qui les abordent et puis les pousser à faire du sport. Ça, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Ouais. Je crois qu'il faut aller les chercher. De même, aujourd'hui, non, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Est-ce que toi, dans ta pratique éducative, tu as vu ou tu as ressenti ce rejet? Oui, mais absolument. Est-ce que l'éducation nationale ne participe pas ou n'a pas participé un peu à ce rejet? Parce qu'on a parlé des décrocheurs, c'est un mot que tu connais, que tu connais bien. Alors j'ai regardé les chiffres, c'est terrible, quoi. Sur la Martinique, il y a plusieurs milliers de gosses qui sont exclus du système. Oui. Alors quand on additionne sur 10 ans, ça fait des dizaines de milliers de jeunes. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, est-ce que l'éducation nationale a un projet? Je pense qu'ils viendront voir 36 heures pour demain nécessairement, mais est-ce que tu penses qu'il y a des solutions qui sont en cours? Est-ce qu'il y a au minimum une prise de conscience? En tous les cas, solution ou pas, c'est nous qui devons, nous, les Martiniquais, avec nos enfants, trouver la solution. Il faut la trouver. On oublie l'éducation nationale qui quelquefois n'est pas en adéquation avec ce que nous faisons, nous, en Martinique. Ouais. Et effectivement, les enfants s'en vont et puis on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. Donc, je pense qu'il faut les écouter, les accompagner, ne pas les rejeter parce que quand un enfant n'est pas bon dans une matière, eh bien, s'il, au niveau du sport, il se sent aussi rejeté, eh bien... la porte, elle est fermée. La porte est fermée. Ouais. Alors qu'au contraire, il faut les emmener. J'en ai eu, hein. Je vais pas le développer sous le plateau, mais j'ai eu des fois dans le lycée où je travaillais, où j'ai eu des élèves qui venaient me voir, qui me racontaient leurs problèmes. Je les écoutais, je les emmenais j'essayais de les accompagner. De les accompagner. Eh bien, j'arrivais à faire quelque chose... Des miracles. Oui, quelquefois. Des miracles, non, mais ils sont doués, ces jeunes-là. Et quand ils sentent qu'on ne les rejette pas et qu'on n'a pas qu'on ne les... Comment dire les gens qu'ils ne sont pas jugés, oui. Ça peut pas... Je pense parce que finalement, ce sont encore des enfants. Ce sont encore des enfants, effectivement. À 45 ans, tu aurais eu plus de mal, mais même à 45 ans, quelquefois, on regarde... même à 45 ans, pourquoi pas? Tu peux les sauver. Mais oui, pourquoi pas? Certains qu'on peut sauver, pourquoi pas? En les regardant, en les prenant, en leur disant un mot, en leur parlant seulement. Donc ça me semble intéressant. Thierry,
toi, si tu avais, alors au-delà de ce problème de visibilité, dans cette société, en lien avec le sport, l'activité, les problématiques sur lesquelles tu aurais aimé pointer le doigt. Transport. Vas-y. Le transport, tout simplement. Moi, je vois on s'entraînait au stade Louis Achille. On avait un joueur qui habitait Trinité, l'autre qui habitait Sainte-Luce. C'est pas évident. On a un minibus. Ouais. Le chauffeur, on devait commencer à 17h. Le chauffeur partait depuis 15h pour aller d'un côté, de l'autre et tout ça, quoi. Ouais. Je connais aussi un autre jeune qui habite le Carbet, qui devait aller le samedi à Cajou 2, au Lamentin. Et qui ne trouvait pas de transport. Au départ, sa mère pouvait l'emmener, mais quand sa mère n'a pas pu l'emmener, on a fait appel à un TPMR, on lui demandait 80 €, quoi. 80 € à chaque tu te rends compte, Carbet-Lamentin. Ouais. Parce que c'est un TPMR. Ouais, juste pour faire. Voilà. Pour et comme le samedi, ouais. et comme le samedi, il n'y a pas de taxi commune, taxi collectif, ne travaille pas trop le samedi. Il a laissé tomber le sport. Ouais. Et cela, de transport, c'est vraiment un problème, moi, je trouve. Ah ben, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'a pas tendance à y penser. Mais comme on est handicapé, on a besoin de... pas que les handicapés. Oui, pas que les handicapés. Un gosse qui habite Macouba et qui doit aller samedi après-midi à Fort-de-France, à mon avis, ça doit être une galère monumentale. Ouais. Bon, enfin, je dis à mon avis, mais moi, j'habitais le Robert et le taxico le samedi après-midi, ça n'existait pas. Hein. Bon, Jean, toi qui as déjà travaillé la matière, est-ce qu'il y a des particularités, des problématiques sur lesquelles tu aimerais mettre le doigt? Il y a deux choses que je voudrais dire. Alors, une chose par rapport à ce que dit Thierry. Il y a quelques années, il y a un président de la Fédération française des handisports qui avait émis le souhait pour résoudre tous les problèmes que les sportifs en situation de handicap soient intégrés aux disciplines. Ouais. Que le torbal soit intégré au football. Enfin, ça, c'est une appréciation. Non, là, c'est pas possible. Parce que le torbal se joue avec les mains. Non, ce que je veux dire, être intégré à une ligue, si tu veux. Oui, justement, excuse-moi de t'interrompre. Le torbal, justement, c'est un des sports où on ne peut pas intégrer. Parce qu'il y a le foot, il y a le CC Foot qui s'est intégré à la ligue de football. Il y a le basket fauteuil qui s'est intégré à la ligue de basket. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'il veut dire. Voilà. Alors, on va dire que le torbal, c'est une exception. Une exception, mais il faut d'une intégration totale. L'autre chose qu'Alain disait, je crois qu'il faut donner des exemples concrets aux gens qui nous écoutent. Il existe ce petit bateau, un bateau de 5 mètres qui s'appelle le Mini-J, et qui est valable aussi bien pour les handicapés que pour les porteurs de handicap et les valides. Ouais. Et à ce propos, nous avons, lorsque la Transat Jacques Vabre, qui est une manifestation grandiose qui va arriver en fin d'année, on a Damien Seguin, qui est un des skippers qui a fait le Vendée Globe, qui va parrainer un certain nombre d'actions. Donc ça, il faut qu'on crée des ouvertures sur toutes ces disciplines qui sont, je dirais, un peu spéciales. Parce que si on reste au fonctionnement des ligues traditionnelles, basket, football, je crois que les gamins ont peut-être moins d'intérêt parce qu'ils considèrent ça, c'est un peu comme les jeux vidéo, ils considèrent ça comme des disciplines traditionnelles. Pourquoi on se tourne beaucoup vers les sports de plein air? Il y a des runs. C'est ce genre de questions-là qu'il faut qu'on se pose et arriver à mettre tout ce monde-là ensemble parce qu'en ce moment, ceux qui pratiquent le sport institutionnel, qui sont encadrés, ils sont à des années-lumière des autres. Ouais. Il faut que tout le monde se fréquente. Il faut que tout le monde se fréquente et je crois que ce que j'aurais souhaité en fin de compte lorsque les 36 heures, cette opération sera terminée, que pas tellement dans les projets, mais vraiment dans une intégration totale, que tout le monde sportif soit uni, mais chacun dans son domaine, bien sûr, en se respectant. Ouais. Et je crois que si on n'est pas arrivé à ça, on aura fait de belles émissions, on aura entendu des gens très intéressants, on aura des projets mirifiques, mais on ne va pas arriver. Il faut vraiment une union. Je ne voudrais pas commenter ta première réflexion, pourquoi pas les politiques, et je te laisse répondre à cette question. Je crois que les Martiniquais doivent se prendre en main. Ceci dit, je n'ai pas de souci à parler des politiques, puisqu'ils sont élus par des Martiniquais. Ah ben oui, donc c'est les Martiniquais à se prendre en main, à avoir un certain nombre de propositions. Mais ils oublient probablement cette notion de prospective. Oui, mais il faut leur rappeler. Qui peut mieux leur rappeler que... Moi, les électeurs. Je prenais l'exemple de président d'association, il me disait, je ne comprends pas, le prix FED ne m'a pas reçu. J'ai dit, mon vieux, si tu es important...
Tu as 3000 personnes dans ta ligue. Tu viens devant la porte. Tu descends avec les 3000 en blanc et ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Tu portes des coca pour les policiers qui font les vigiles. Et le préfet, je suis sûr que quand il te verra avec tes 3000 personnes, il va te porter attention. Mais tu viens tout seul, tu demandes l'audience, mais il te reçoit et rien ne se passe. Non, je crois qu'il faut que les gens se prennent en main à partir d'expériences qu'on a eues, peut-être les arranger. Ce qu'on a fait par le passé, on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on peut mieux le faire maintenant. Ouais. Et l'exemple d'Emma est symptomatique. Les moyens, j'ai un ami qui était médaillé de bronze dans une série olympique. Et il est venu en Martinique, il est de Saint-Thomas, donc c'est un thomien, c'est un local. Et il pensait qu'on avait de nombreux champions olympiques. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais regarde, il fait beau, on peut s'entraîner de 8h du matin à 8h du soir. Combien de Martiniquais s'entraînent de 8h du matin à 8h du soir? C'est la question qu'il faudra qu'on se pose. Ouais. Arriver à avoir ces gens-là qui sont des ambassadeurs, donc il faut que le CMT vienne avec nous dans nos réflexions globales, peut-être chercher nos ambassadeurs. Bon, on en a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils seront demain? Parce qu'il faut qu'ils passent le flambeau. Une fois que les JO sont passés là, on rentre dans une autre ère. Et je terminerai sur ça. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de disciplines qui sont des disciplines olympiques. Football, le basket... Ouais. Non, j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus. Hein. Il y a même le breakdance maintenant. Oui, il y a le breakdance. Alors, toutes ces choses-là qui sont des disciplines olympiques sont encadrées. Ouais. Et le rêve d'un sportif, de quelque sport qu'il soit, qui est un sport olympique, rêve un jour d'aller au JO. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du badminton, de l'aïeul ou d'autres disciplines. Donc, il faut garder ces choses-là en tête, savoir qu'on a des leaders. Nos leaders sont nos sports olympiques. Je ne dis pas que c'est pas l'EOL, c'est pas... Non, mais ça viendra sur l'EOL, t'inquiète. Nos leaders sont des sports olympiques. Puisque le but de... Enfin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Emma, le but, le rêve d'un sportif... De toute façon, on l'a vu, Emma, elle est passée presque à côté. Mais oui, et c'est un souvenir extraordinaire pour elle. Donc, il faut que ce sont ces jeunes-là qui viennent à côté de nous, qui consentent à nous écouter, à partager. On peut partager avec eux, on n'a pas de souci, pour arriver... Mais c'est ça l'objectif. Pour arriver à une conclusion avec un projet global intéressant et qui soit réalisable. Alain, des problématiques, des difficultés dans la société martiniquaise sur cet espace, cet univers du sport. On a vu les enfants qui sont exclus du système. On a vu les problématiques du transport pour les personnes handicapées ou pour tout le monde de toute façon, avec un petit mot rajouté par Jean. Toi, tu aimerais pointer du doigt quelle problématique? Si tu veux, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le goût de l'effort, le goût de la pratique. Ça, c'est à l'école. Ouais. Il faut que l'éducation nationale se donne les moyens d'élargir au mieux la pratique sportive. Emma est enseignante, j'étais enseignant pendant des années, je me suis occupé du sport scolaire pendant 25 ans. Et j'ai découvert une chose, je me rappelle au début, il y avait quand même deux sports intéressants, l'athlétisme et le football. Et ça fonctionnait. À l'école? À l'école. Ça fonctionnait en sport scolaire et tout. Et mon prédécesseur, René Barclay, professeur, je lui dis un jour, il y a une très forte demande des jeunes pour d'autres pratiques sportives. Sortons du football et de l'athlétisme. Voilà. Je vais lancer le badminton. Il me dit, mais Alain, attends, tu vas tuer l'athlétisme si tu fais ça. Tous les types qui étaient de l'athlétisme vont passer au badminton. Je ne vois pas Emma faire du badminton. Non, mais n'empêche que... Voyons que c'est plus facile, ce qui n'est pas vrai. N'empêche que notre nombre de licenciés en sport scolaire a doublé parce que toutes ces autres disciplines sont venues à côté. La GRS, la gym et tout. Et juste ce petit exemple pour bien comprendre. Nous avions un petit espace, c'était le gymnase de l'école normale, où nous faisions de la gym. Bon, c'est une petite installation de rien du tout. N'empêche qu'à cette époque, nous avions des filles, et j'ai en tête une jeune fille qui avait un niveau incroyable chez nous. Nous l'avons envoyée au championnat de France. Au championnat de France, elle a dû se classer, je crois, 5e ou 6e. Tout simplement parce qu'elle a présenté quelque chose d'extraordinaire sous une mazurka. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'authenticité, mais il n'y avait pas de difficulté. Il n'y avait pas de salto, tout simplement parce qu'on n'avait pas le matériel ici pour apprendre ce type de choses. On a une salle aujourd'hui, et on regarde de l'autre côté,
on a une fille qui s'appelle Mélanie Dos Santos. Ouais. Oui. Donc, 4 fois championne d'Europe, c'est voilà. ça? Donc, il y a toute une évolution. La première, c'est le matériel. Encadrer les gens. Et puis, aujourd'hui, répondre à la demande. Emma disait que nos enfants sont dans la rue. Ils ne sont pas tellement dans la rue. On est loin de s'imaginer toutes les activités sportives qui fonctionnent. Elle pensait à ceux qui sont effectivement dans la rue. Mais oui, mais... Parce que moi, j'ai le chiffre. Hein. Il y en a 17 000. Oui, mais... Ce serait mieux sur des terrains de foot que dans la rue. Hein. C'est là l'erreur. Ouais. Il ne faut pas croire que ces 17 000 ont envie d'aller sur un terrain de foot. Ouais. Sur ces 17 000, ils ont surtout envie d'aller faire du kart. Ils ont envie de faire du quad. Ils ont envie de faire de la planche à voile. Ils sont dans l'air du temps des disciplines qui les intéressent, où ils vont échanger, où ils vont se parler. Mais est-ce qu'on les a pas, à un moment donné, loupés, manqués? Mais parce que... C'est ce qu'elle disait. Là. Tout à fait. Mais les choses sont en train de changer. Et je dis, c'est pourquoi je ne parle pas de politique. Ils sont en train de changer. On vient de construire une très grande installation à Schellcher qui fonctionne. Oui, l'Arena. L'Arena. Ouais. Avec, dans quelques temps encore, une installation de karting. Le plus grand karting de la Caraïbe. Donc, ce sont des installations qui vont amener les jeunes, ceux qui sont sur les 17 000, ils iront là. Ouais. Il y a encore d'autres installations qui vont être... Et c'est là que je dis que le monde économique a une carte importante à jouer parce ce monde économique va pouvoir répondre à une demande. La plupart de nos jeunes qui sont dans la rue, certes, ils ont besoin d'activité, mais la véritable question, c'est de se demander pour demain, qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre à leur disposition pour répondre à leurs besoins. Moi, j'ai assisté à des tirages à moto à l'époque. C'est fini ça maintenant. Tout est organisé. Vous allez au stade de Dillon, tout est bien organisé et les gens viennent de plus en plus. Donc, à nous aujourd'hui de comprendre cette problématique, de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, y répondre à croire, qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Et puis, économiquement, qu'est-ce que nous mettons en face comme activité? Certes, on a éclairé tous les stades. Maintenant, c'est pas pour cela que les gens vont jouer au football le soir quand même. Vous voyez, donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et c'est là, effectivement, que politiquement, il y a quelque chose à faire entre la collectivité et les maires pour se dire comment allons-nous investir pour répondre à la demande de nos jeunes qui sont là et qui nous regardent. Donc ça, c'est aussi notre problématique dont vous allez évidemment tenir compte. Emma, tu souhaitais faire une petite remarque sur la proposition? Non, de toute façon, c'est extraordinaire ce que tu dis. Oui, c'est vrai que y a cette problématique, mais je crois qu'on peut y arriver. Je suis persuadée qu'on peut arriver avec... et surtout, je n'ai pas envie de dire les politiques, mais enfin avec les maires, les... Tu sais que c'est dans l'air du temps. On peut dire politique aujourd'hui. Hein. Tu n'as rien à craindre. Bon, alors, on va quand même... aussi. Et les associations. C'est un des pays où il y a le plus d'associations au monde par tête d'habitant. Alors, allons revenir, parce que l'émission s'achève. On a fait 1h30. Ah oui, ça passe vite, mais on a beaucoup, à mon avis, contribué à la réflexion. Et il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission, surtout qu'elle est rediffusée, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je vais quand même faire quelques petits rappels. Donc, prenez de quoi noter. Le téléphone. Alors, le 06 96 89 58 57. Je répète, 06 96 89 58 57. Et donc, pour les brancher... Ça, c'est pour les gens normaux comme nous qui vont appeler. Et puis, les branchés donc, qui souhaitent envoyer un message de la messagerie gmail.com. Donc, c'est Martinique 36H, tout ça collé, @gmail.com. Et puis, il y a une page Facebook qui est la suivante, Martinique 36H, pour demain. Et puis, il y a un site internet, vous voyez, c'est super branché, il y a tout, et encore, je ne vous ai pas tout donné. Le site internet, c'est martinique36h.com. Voilà. Si avec ça, vous n'arrivez pas à toucher ce que vous ne voulez pas. Alors, on a besoin, très concrètement, de participants aux ateliers. On a besoin d'experts dans certains domaines.
Alors je ne vais pas vous dire lesquels, donc vous êtes un expert du sport, vous êtes un expert de l'agriculture, vous êtes un expert des instruments musicaux, vous êtes un expert de l'économie, vous souhaitez donner un peu de votre temps, de votre talent à ce projet, vous faites ce numéro de téléphone 06 96 89 58 57. Merci beaucoup. Merci à vous tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission s'achève. Emma, un petit mot? Mais je suis vraiment très heureuse ce soir de... J'ai avancé en fait. Donc maintenant tu sais où tu vas. Oui, non mais on lit le document différemment. Oui, et puis c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je pense que je le vois autrement et puis ça conforte ce que tu souhaitais. Ce que je souhaitais entendre. Thierry, un petit mot? Si ça permet d'une progression, une avancée vers le mieux vivre ensemble. Oui. Je parle du monde des valides et du monde des personnes en situation de handicap, ce serait super. Ben, écoute, c'est l'un des objectifs de ce projet. Le mot, tu vois, on l'a pas prononcé on l'a pas prononcé de la soirée. Et toi, tu viens, tu vois comme quoi tu as fait le bon choix. Tu l'as prononcé. C'est aussi de favoriser et de maintenir la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Jean? Merci de me donner l'occasion d'aider mon pays à devenir quelque chose. Ben écoute, moi je te donne l'occasion d'en parler, mais c'est toi qui te donne l'occasion d'aider ton pays. Alain? Bien, je crois qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés. Je suis disposé à porter un petit peu de mon savoir, de mon expérience, et pour ma Martinique, et je souhaite qu'elle soit belle, hein, pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour les petits-enfants. Eh ben c'est sur ces mots que nous achevons cette émission. Alors ne vous inquiétez pas, il y a encore plein d'épisodes et notamment on va parler éducation, culture dans quelques jours. Mais merci, madame, messieurs, de votre implication dans ce projet pour notamment nous, la Martinique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre soutien, merci de vos appels, merci de vos contributions et à très bientôt.